Après l'innovation, l'autre volet qui permet d'assurer le développement de la filière bois, c'est bien sûr la formation. 2 écoles supérieures du bois existent en France, l'une à Épinal, l'autre ici à Nantes. Nantes est la région des Pays de la Loire qui est plutôt bien lotie. C'est la première région française avec des jeunes en formation bois. Nous allons découvrir ensemble l'ESB, l'École supérieure du bois, qui distille différents types d'enseignements sur la formation, sur la recherche, mais également sur le transfert de technologies. Allons retrouver Arnaud Govenin, c'est le directeur des lieux. Bonjour Arnaud. Bonjour Stéphane, bienvenue. Merci, ravi de vous rencontrer et ravi d'être là dans cet endroit. Alors, l'École supérieure du bois, elle date d'il y a quelques années. C'est une jeune fille qui se porte bien. C'est une jeune fille qui se porte bien puisque, effectivement, nous allons accueillir notre 86e promotion. L'école a été fondée en 1934. 1934, installée à Nantes depuis Alors effectivement, on est venu temps. à Nantes en 93. L'idée était de trouver un environnement beaucoup plus adapté à nos pédagogies par projet, etc. Être dans le cœur de Paris, c'est très bien, mais ça a ses limites quand on veut se développer, mettre des ateliers, des laboratoires, etc. Bien sûr, alors, il y a des chiffres qui donnent le tournis. 5000 élèves sont sortis plus ou moins de cette école. Oui. Une grande partie de la profession sort de l'école, effectivement. C'est incroyable. Combien d'élèves accueillez-vous chaque année ici? On a 400 étudiants répartis entre les BTS, les licences professionnelles, les ingénieurs, et on a quelques doctorants aussi, puisque l'école fait de la recherche. On va découvrir tout cela en détail avec vous. On emprunte l'escalier et vous me faites découvrir les lieux, s'il vous plaît. Je vous emmène. Ce sont des ateliers très impressionnants. Alors la première question, Arnaud, c'est comment est-ce que je fais pour intégrer l'ESB? Est-ce que c'est un concours? Est-ce que c'est un examen? Est-ce qu'il y a des dossiers de candidature? Alors, si on parle des BTS, des licences ou des ingénieurs, les processus sont différents, puisque l'école propose différentes formations. Ça va du BTS jusqu'au doctorat? Ça va du BTS jusqu'au doctorat, oui, absolument. D'accord. Dans les différents métiers, que ce soit la charpenterie pour les BTS ou la production, etc. Pour les ingénieurs, effectivement, c'est un concours. Les étudiants viennent soit de classes préparatoires, et pour certains d'entre eux, sont titulaires aussi d'un BTS ou d'un DUT. On a toujours cultivé, nous, cette diversité des recrutements, parce que ça donne des profils d'ingénieurs qui savent s'adapter selon qu'ils vont intégrer une petite entreprise ou une très grosse entreprise, travailler sur la conception ou sur du chantier avec effectivement des savoir-faire complètement différents. Quelles sont les grandes missions de l'ESB? Si je parle de formation, c'est pas la seule chose que vous faites ici? Non, bien sûr, comme tous les établissements d'enseignement supérieur en France, 3 missions principales. La formation, bien évidemment, Oui. c'est le cœur de métier de l'école, c'est le début de son histoire. C'est la recherche, on produit de nouvelles connaissances sur le matériau bois. Et c'est effectivement l'accompagnement des entreprises. L'idée, en fait, c'est on transmet les connaissances trouvées en recherche par la formation ou par l'accompagnement des entreprises. Lorsque l'on parle de recherche, on ouvre un chapitre, j'ai le sentiment que les élèves arrivent ici, découvrent un univers merveilleux et mystérieux à la fois. C'est-à-dire qu'on ouvre une porte et après on découvre tout ce qu'il est possible de faire avec le bois. C'est toute l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit l'école supérieure du bois, on a l'impression que c'est un matériau et finalement on va former au métier de la charpente etc. Pas du tout. Si 80% des candidats au concours ingénieur viennent pour la construction bois, en réalité, ils ne seront que 50% à partir vers les métiers de la construction. Ce qui se passe entre les deux, c'est que, effectivement, par les stages, par les rencontres, par les enseignements qu'on va leur apporter, eh bien, il y a tout un tas de portes qui vont s'ouvrir vers les métiers de la forêt, vers les métiers de la production, bien évidemment. Il y a toute la dimension internationale qui est extrêmement présente à l'école, puisqu'on a à peu près 20% de nos élèves qui viennent de l'étranger. C'est important, ça donne des idées. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de voir que
On a des étudiants qui viennent de Russie et qui s'installeront en France une fois le diplôme en poche, et à l'inverse, des étudiants français qui vont suivre par le biais d'un double diplôme vers, je sais pas, le Chili ou le Brésil, eh bien, rester dans ces pays-là. Donc, effectivement, le matériau bois, de prime abord, c'est quelque chose de très, très spécifique, mais en réalité, c'est le début d'une aventure pour chacun des étudiants qui va pouvoir trouver ou un métier, ou une entreprise, ou un secteur d'activité. Et lorsque vous me parliez de ces étudiants à l'international, on fait quelques années de formation ici à Nantes, puis quelques années ensuite à l'autre bout du monde? C'est le principe du double diplôme. On va faire 2 ans à l'ESB et 2 ans chez nos partenaires, ou en Russie, ou en Suisse, ou au Brésil. Et à l'inverse, des étudiants russes ou brésiliens viennent à l'école pendant 2 ans. En fait, c'est plus qu'un double diplôme, c'est une double culture. Quand vous avez vécu 2 hivers en Russie ou 2 étés au Brésil, il y a beaucoup de choses que vous apprenez qui ne sont pas dans les cours. Bien sûr. Est-ce qu'il est arrivé que des élèves arrivant ici pour passer un BTS de manière modeste, même si c'est déjà un beau diplôme, se sont lancés ensuite dans l'aventure et sont allés beaucoup plus loin? Ah mais bien sûr. Par rapport à ce qu'ils avaient choisi dès le départ. Moi j'ai des exemples d'étudiants qui ont commencé par un bac pro, qui ont fait un BTS et puis qui après effectivement trouvant un peu leur voie finalement, parce que tout n'est que question de motivation. On peut être effectivement fait pour aller en classe prépa et c'est très bien et il faut de tout pour tout le monde, mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement les portes sont jamais fermées, de moins en moins du reste. Et ça correspond en même temps à votre rôle ici. Le champ des possibles est tellement large qu'on arrive pour se spécialiser plus ou moins dans un secteur et finalement on en découvre d'autres et on décide de partir vers là. On donne du sens à sa formation, c'est-à-dire que c'est toujours la même histoire. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans une salle de classe, l'attention ne va pas être optimale et les résultats ne sont pas toujours très bons. Si à l'inverse, vous savez pourquoi vous êtes là, ce que vous avez envie d'apprendre, à ce moment-là, la motivation va faire ce qu'il faut du point de vue de l'apprentissage, de la mise en œuvre, etc., etc. Donc, effectivement, il y a de très, très beaux parcours chez nos anciens élèves et ce ne sont pas toujours ceux qui sortent des voies les plus académiques qui réussissent le mieux. Bien sûr. Si tant est qu'on puisse dire ce que veut dire réussir. On a évoqué le fait que 20% des élèves ici viennent de l'international. Oui. Il y a quelque chose que je découvre avec bonheur, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles également au sein de l'école. Ah bah c'est 20% d'étudiants internationaux sur la formation ingénieur et c'est 25% de jeunes filles, ce qui est plutôt un chiffre élevé au regard de l'image, parce que tout est une question d'image à nouveau. Quand on parle école supérieure du bois, ça renvoie à une technologie, ça renvoie des images de métiers très masculins, alors qu'en réalité, dès lors qu'on va travailler sur la partie commerce et négoce aussi, parce que ça en fait partie, les métiers de la construction se féminisent de plus en plus, et je peux vous assurer qu'on a des anciennes élèves qui n'ont rien à apprendre des jeunes hommes en termes de conduite d'équipe en la matière. Nous venons d'aborder très largement le chapitre de la formation. Il y a autre chose que vous avez cité tout à l'heure, et c'est un des rôles fondamentaux de votre école, c'est la recherche. Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse y avoir des laboratoires dans une école comme la vôtre. Qu'est-ce qui se passe dans ces laboratoires? Qu'est-ce qu'on y apprend? Je vais aller rencontrer Franck Michaud qui va m'en dire plus. Merci mille fois de nous ouvrir les portes de votre école. Bienvenue. Merci Arnaud. Merci. Bonjour Franck. Bonjour Stéphane. Que dois-je dire d'ailleurs, Franck ou docteur? Franck, c'est très bien. Franck, c'est très bien. Alors, expliquez-moi ce qui se passe dans ces laboratoires, parce que je vois qu'il y a du bois un peu partout, différentes essences. C'est pas les mêmes arbres, je vois, de part et d'autre. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on apprend exactement ici? Ici, on est dans le laboratoire d'anatomie de l'école supérieure du bois. Oui. On va avoir à côté une xylothèque avec une référence d'essence importante, à peu près 2000. Et ici, on va essayer d'acculturer les jeunes, parce qu'on forme des jeunes, nous, au matériau, à comprendre le matériau en l'observant. Et c'est pour ça qu'on a ici une collection assez importante de morceaux de bois pour pouvoir toucher et comprendre ce matériau dans sa structure, puisqu'on va former des gens qui vont être des usagers du matériau. Donc on va essayer de relier l'usage à la compréhension du matériau et à son origine, puisque ça vient de la forêt et que la diversité vient de cette origine. Mieux comprendre le bois, ça va aider à mieux l'utiliser, ou en tout cas savoir justement quels sont les débouchés que l'on peut attribuer à telle ou telle essence de bois? Exactement. Il y a, je disais, nous on en a 2000 essences, mais il y en a plus que ça. Mais... Il y en a combien à peu près de recensés au monde? Alors justement là, j'ai 2 chiffres, donc on va dire une très large fourchette, entre 35 000 et 70 000. C'est colossal. C'est très important. Très peu sont utilisés, on va dire commercialement, on peut dire 200 à peu près, à l'échelle mondiale, vraiment commercialisés, puis en France beaucoup moins. Ici on en a une trentaine dans cette partie de laboratoire.
Et on en a largement assez pour ce qu'on va utiliser en France. Donc ici, on va avoir une structuration avec les résineux, une famille de feuillus, une deuxième famille de feuillus, puis un petit exemple derrière de tropicaux pour avoir une variété de ce que peut apporter le bois. Donc on a une variété qui est évidente, c'est la couleur. Oui. Donc qui est un faux ami pour nous parce que reconnaître une essence par sa couleur, ça peut être assez trompeur, mais qui donne déjà une idée de la diversité qu'on peut avoir juste en première approche visuelle. Après, il y a le toucher. Quand on va toucher une essence, on va voir que certaines sont rugueuses, d'autres ne le sont pas, certaines sont pelucheuses. L'odeur aussi est un indicateur olfactif intéressant. On va avoir des essences qui sont très odorantes. On a du cyprès de Lambert là-bas qui est très fort en odeur. Puis après, on a le visuel à différentes échelles. Donc on a le visuel, on va dire, du menuisier qui va être capable de reconnaître une essence sur des grandes pièces par la maille, par le motif que va avoir cette pièce. Puis on a une reconnaissance plus scientifique à une plus petite échelle avec juste une loupe, comme on a ici, on va travailler, où on va voir une surface préparée, on va pouvoir voir la signature de l'arbre à travers la loupe avec un grossissement seulement de x10. Et chaque arbre va avoir une sorte d'empreinte digitale différente par famille. Alors Franck, si je vous demande de rentrer au cœur de l'arbre, on dit souvent que c'est un être vivant. J'ai souvent entendu parler de veinage du bois, des choses comme ça. Il y a des veines, il y a des artères, il y a des vaisseaux. Les résineux, qui sont les premiers arbres, ont une structuration relativement simple, avec des fibres qui vont avoir plusieurs fonctions en même temps. Puis quand on va vers chez les feuillus, ils vont avoir des éléments spécifiques. Donc on va avoir des vaisseaux qui sont des canalisations pour transporter l'eau. On va avoir des fibres qui sont des petites poutres qui sont le soutien de l'arbre. Et puis on va avoir des zones qu'on appelle des parenchymes, donc des cellules de stockage. Et lorsque je vois encore une fois en périmètre ici, cette partie beaucoup plus claire, ça correspond à quoi encore une fois ces différentes couches? Donc là on a la partie de l'arbre. On l'a ici aussi dans beaucoup d'essences. Certaines n'ont pas cette distinction-là, mais la plupart vont l'avoir. C'est ce qu'on appelle le duramen. Alors, le duramen, c'est un mot qui est assez simple à retenir puisqu'il y a durabilité dedans. Donc, c'est une durabilité naturelle. C'est-à-dire que l'arbre va déployer de la chimie interne pour protéger son cœur de l'attaque d'insectes et de champignons. D'accord. Et cette partie-là n'est pas encore protégée, donc elle a la couleur du bois normale, on va dire. La constitution des éléments chimiques du bois, qui sont la cellulose, la lignine, sont ici. Et ont cette couleur-là. Désormais, on sait tout sur l'arbre, sur son empreinte génétique, comme vous l'évoquiez il y a quelques instants. À partir du moment où on connaît justement l'arbre, on sait s'il a des caractéristiques, des propriétés, qu'elles soient antibactériennes, antimicrobiennes. Est-ce que ça va avoir justement des applications, des incidences sur le parcours des futurs ingénieurs ici? On saura justement comment utiliser tel bois pour tel type de construction. Je dis n'importe quoi, mais est-ce qu'un bois qui a des propriétés antimicrobiennes va être favorisé pour des constructions dans des milieux hospitaliers ou autre chose? Exactement. Donc on va effectivement mieux comprendre comment il fonctionne. Donc déjà, le principe de base, c'est d'utiliser le bon matériau au bon endroit. On a par le passé des fois utilisé de mauvaises essences au mauvais endroit et c'est contre-productif par rapport à l'acceptation finalement du matériau bois par les gens dans leur vie de tous les jours. Et puis on va avoir des applications plus spécifiques. Effectivement, les arbres, s'ils se protègent quand ils sont vivants, ils peuvent aussi avoir gardé ces extraits. On voit bien, la coloration est restée, donc les extraits sont toujours là. Et on a des travaux de recherche, notamment avec le CHU, pour regarder les propriétés antibactériennes de certaines essences de bois pour pouvoir les réintroduire dans les milieux hospitaliers, au sein desquels, pour l'instant, elles ont été écartées pour des raisons de salubrité. Et on s'aperçoit que non seulement nous, on veut faire la démonstration et on a déjà des résultats intéressants comme quoi il n'y a pas de problème de santé, mais en plus, on aura une valeur ajoutée puisqu'on aura une fonction de pouvoir tuer certaines des bactéries qu'on peut retrouver, des staphylocoques qu'on peut retrouver dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'on sait que des gens qui sont dans un milieu où il y a du bois dans la pièce soignent mieux que quand ils sont dans une pièce où il n'y a pas de bois. Donc l'objectif est double, c'est-à-dire de pouvoir le remettre parce qu'il a un vrai effet. On est allé dans l'infiniment petit. C'est ça. Avec vos travaux effectués ici dans le laboratoire, on va maintenant s'intéresser à l'infiniment grand. On va se rendre dans une halle juste à côté. On appelle ça la halle technologique de résistance, c'est ça? Oui, dans la halle technologique où on fait de la résistance. Technologique où on fait de la résistance, et je vais aller rencontrer Francesca qui va me parler de son travail. Merci beaucoup, Franck. Merci. C'est un plaisir. Merci. Regardez bien, au plus profond de l'arbre.
Bonjour Francesca. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Pareil. Alors Arnaud, le directeur, m'a parlé tout à l'heure de l'ouverture de l'école à l'international en ce qui concerne les élèves, mais je vois que ça concerne également les enseignants. Oui. Vous venez d'où? Je viens d'Italie. De quel coin exactement? Pas très loin de Gênes. Alors parlez-moi un peu de ce qui se passe dans cette halle technologique. On appelle ça la halle technologique ici, c'est C'est la ça? halle technologique de l'ESB. C'est un espace qui est dédié plutôt à l'utilisation du matériau bois dans la construction. Et alors le bois va passer vers différents instruments de torture pour voir s'il accepte la torsion, la flexion, tout cela? On a des différents équipements pour tester, pour regarder comment les matériaux bois, en collaboration avec d'autres matériaux, voir comment ils se comportent et comment vis-à-vis des différentes sollicitations. Travail sur les matériaux de construction, travail également sur les menuiseries. Lorsque je pense par exemple à des fenêtres, est-ce qu'une fenêtre peut être testée dans vos laboratoires ici pour voir si effectivement ces fenêtres résistent à la pluie, résistent à l'air, résistent au vent, à tout ça? Bien sûr, on a un banc AEV, air, eau, vent, Très bien. qui permet notamment de tester ce type de produit et tester sa performance vis-à-vis de la résistance à l'air, à l'eau et au vent. D'accord. Alors vous travaillez De la construction. avec vos élèves, c'est évident, mais j'imagine que des constructeurs, des architectes, des créateurs vous sollicitent de temps en temps pour justement essayer de vous proposer peut-être une solution constructive future en vous demandant s'il est envisageable de le faire. Je pense à des immeubles de grande hauteur, je pense peut-être à la construction de bateaux ou d'autres édifices. Tout à fait. On vient ici pour essayer de voir si c'est possible de faire des choses avant de les mettre, par exemple, en commerce. Ça peut être de la petite échelle, donc du matériau et des performances du matériau, jusqu'à l'intégration des éléments constructifs. Ça peut être une poutre, ça peut être une menuiserie, etc. Et jusqu'à le bâtiment, disons la construction à l'échelle 1. D'accord. Cet espace nous permet de réaliser des prototypes à grandeur nature qu'on construit et on fait un prototype zéro. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un industriel peut venir vous voir ici et demander à collaborer justement avec votre savoir, vos compétences, vos différents matériels proposés ici pour tester un produit futur? Oui. Tout à fait. Quand je suis arrivé dans cette école, Arnaud me parlait du champ des possibles qui était infini ici. Je suis en train de découvrir avec vous que le bois n'a pas fini de me surprendre dans l'habitat, qu'il soit collectif, individuel, dans notre quotidien de manière beaucoup plus générale. Merci beaucoup Francesca. Merci à vous. Alors on a découvert pas mal de choses sur le bois. Il y a un univers que nous n'avons pas encore creusé, celui de l'artisanat d'art. Et vous allez découvrir un travail tout à fait surprenant. Je vous emmène en Savoie, faire la connaissance de Thierry Martenon. Il est resté dans son village natal. Il travaille essentiellement des essences locales, l'épicéa, l'érable, le hêtre et également le noyer. Ces sculptures sont de toute beauté et c'est ce que je vous propose de découvrir.